C'est l'avantage des manifestations c'est que nous avons pu caler dans l'agenda de 3 députés européens leur présence aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Anne Sander. Anne Sander, vous êtes questeur, première questeur d'ailleurs du Parlement européen. Vous êtes députée européenne depuis 2014. Vous êtes membre de la commission agricole et vous occupez et de la commission emploi aussi. Donc, outre vos fonctions de questeur au Parlement, vous consacrez votre travail parlementaire qui est ancien et fourni aussi beaucoup aux questions agricoles. Vous avez repris un petit peu le mandat de Michel Dantin, si je pourrais dire, enfin pas son mandat politique, mais je veux dire que sa responsabilité au sein de la délégation française du PPE, qui est une responsabilité importante. Humblement. Vous avez longtemps travaillé aussi avec Joseph Daul. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui parce que vous n'êtes pas la locale de l'étape, si on peut dire ça comme ça, puisque si on avait une manifestation physique, elle aurait été organisée dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes alsacienne. Éric Andrieux, vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes au Parlement européen, donc dans les questions agricoles, vous êtes très connu. Vous êtes membre du Parlement européen depuis 2012. J'ai oublié de dire je l'ai dit déjà que Mme Sander était membre du groupe PPE, Parti populaire européen, donc c'est les Républicains en France. Vous, Monsieur Andrieux, vous êtes membre des Sociaux-démocrates et membre du Parti socialiste, donc en France. Député européen depuis 2012, je l'ai dit, membre de la commission agricole et membre de la commission environnement aussi. Et à ce titre, d'ailleurs, vous avez été dans le précédent mandat président de la commission temporaire sur l'autorisation européenne des pesticides dans l'Union. Donc, c'est une question aussi très importante. Et enfin, Irène Tolleret, et vous êtes du Sud-Ouest, hein, je précise, mais ça tout le monde le sait ici, je pense. Irène Tolleret, vous êtes élue seulement depuis 2019, une jeune élue, donc députée européenne, mais vous avez été maire, vous avez été conseillère départementale, donc pas du tout une mission politique, et puis vous êtes vigneronne aussi de profession. Hein, je ne me trompe pas, mais vous pourrez peut-être vous présenter un peu mieux que je ne le fais. En tout cas, je vous remercie d'être présent pour cette journée. Je vais laisser le soin à Claire Sardin-Vachès d'expliquer comment se déroulera le webinaire et notamment comment on peut faire remonter les questions. Je la félicite pour son organisation parce que ce n'est pas le premier webinaire que nous organisons ensemble et ils sont toujours très réussis. Voilà Claire, c'est à vous. Merci beaucoup Isabelle, merci mesdames et messieurs les députés d'avoir accepté de jouer le jeu de ce webinaire sur la PAC et le développement rural. Donc nous nous proposons d'animer en 3 temps. Déjà pour vous donner un aperçu des 100 personnes qui se sont inscrits sur Zoom. Il y a une dizaine de représentants des chambres d'agriculture, une dizaine de représentants de conseils départementaux et de la région Occitanie, 8 centres d'information Europe Direct et conférenciers Team Europe, des collectivités locales, territoires de projet et réseaux ruraux, des représentants des services de l'État, de l'Agence de services et de paiement, des organisations, une quinzaine d'organisations professionnelles, des représentants associatifs, des journalistes et consultants. Donc, la plupart des participants ont déjà posé des questions qui nous permettront de lancer le débat. Certaines sont même très techniques. Elles portent autant sur la période de transition, le calendrier de négociation, que l'articulation entre la PAC et le pacte vert, le Green Deal, mais aussi les conséquences du Covid et ce que questionne par rapport à la chaîne alimentaire. Et enfin, le deuxième temps sera sur des questions sur les négociations en cours sur certains articles, les articles qui fâchent ou pas, ou qui inquiètent, notamment les zones pastorales ou les spécificités méditerranéennes. Et enfin, le troisième temps sur la place du développement rural
et de leader, mais pas que, de tout ce qui est accompagnement des territoires ruraux. Alors, pour lancer déjà, peut-être pour que vous puissiez dire un mot, tous les trois, est-ce qu'avec le Covid et le pacte vert, est-ce que toutes les cartes sont rebattues ou il faut s'attendre seulement à des adaptations mineures? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour cette nouvelle PAC? Alors, après, j'inverserai l'ordre de la parole. Qui veut démarrer? À vous trois, là, Madame la questeur. Bon, bah écoutez, je veux bien me lancer. Bonjour à tous et je voudrais vous dire que je suis ravie de participer à cet échange avec vous. C'est vrai que c'est une nouvelle manière de travailler, de nouvelles techniques qu'on développe maintenant depuis quelques semaines. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il est certain que je ne serais peut-être pas avec vous dans votre région aujourd'hui si on n'avait pas pu faire ça de manière numérique. Je pense qu'on serait vraisemblablement tous à Bruxelles ou à Strasbourg. Alors, sur, je dirais, la manière de tenir compte de ce qui s'est passé, de la crise que nous avons traversée et que nous continuons à traverser, j'ai envie de dire oui et non pour répondre à votre question. D'abord, oui, ça aura forcément un impact. On le voit bien parce que le secteur agricole aujourd'hui est en crise, traverse une crise profonde. La plupart des filières sont concernées, certaines plus que d'autres. Et puis, je pense que des difficultés sont encore à venir parce que nous savons, nous prévoyons une crise économique qui dure plus longtemps avec des filières qui pourront être plus impactées encore. Et puis, on voit bien, les plans de relance qui sont en discussion et qui conduiront aussi à des choix. Il faudra faire des arbitrages financiers et là, je dirais tout est ouvert. Alors, pour le financement de la PAC, pour accompagner les agriculteurs, il faut que ça aille dans le bon sens, il faut qu'il y ait un véritable accompagnement, mais d'un autre côté, on craint aussi qu'il y ait encore moins d'argent disponible parce qu'il y a de nouvelles priorités. Donc, je réponds oui à votre question, des changements suite au Covid, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire non aussi parce que quand on voit les propositions qui sont faites par la Commission européenne, on y reviendra, notamment sur la stratégie de la ferme à la fourchette, sur la stratégie sur la biodiversité. Moi, je considère qu'on ne tient pas forcément compte, en annonçant ces mesures maintenant en pleine crise traversée par les agriculteurs, qu'on ne tient pas forcément compte de ce qui se passe. Et dans ma famille politique, on militait plutôt pour un report de ces stratégies pour permettre aux agriculteurs qui traversent une période terrible pour eux, de reprendre un peu de souffle, de mieux s'organiser et on aurait pu reporter cette stratégie après l'été ou quand ça ira mieux. Vous voyez, donc oui, on en tient compte et d'un autre côté, j'ai quand même l'impression qu'on continue comme avant. Éric Andrieux, peut-être pour… Oui, je veux bien prendre la suite d'Anne, donc, parce que nous sommes très différents de ce point de vue-là, pas toujours, mais en termes de stratégie, nos deux groupes n'ont pas absolument pas la même position. Donc, voilà, et moi, je faisais partie de ceux, et je continue à l'être, qui ont toujours revendiqué la nécessité de repositionner l'agriculture au sein du débat politique. Et dans ce moment, justement, je pense qu'il n'y avait pas, et je loue la Commission d'avoir maintenu le calendrier, voilà, ça c'est ma position, parce que je pense qu'il faut placer l'agriculture au cœur du débat sociétal et politique. Et que dans ce moment-là, lié en particulier à la crise du Covid-19 et aux enjeux climatiques et environnementaux et sociétaux, donc si l'on veut donner des moyens au-delà superbes donc, à l'agriculture et à l'alimentation, il ne fallait pas qu'on isole une fois de plus le fait agricole. Et moi, je suis très, très heureux que l'on ait justement mis au cœur du débat de la réponse donc,
climatique et de la réponse à la crise révélée par le Covid-19, qu'on ait mis au cœur du débat l'enjeu agricole et alimentaire. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord sur les propositions, on va y revenir, mais je pense que ça, c'était un geste fort de remettre au cœur du débat. Bon, maintenant, est-ce que ça va changer? J'ai envie de dire, moi, je suis prudent maintenant avec l'expérience, donc je vous dirai ça mercredi soir. C'est-à-dire, vous savez que la Commission européenne va annoncer le cadre financier pluriannuel mercredi, et c'est un moment de vérité, parce qu'on va revenir sur les objectifs. On est là pour l'instant dans les grands objectifs, dans les grandes orientations. Et alors, en politique, il y a une vérité permanente, c'est qu'en face des objectifs ou des grandes orientations, il faut qu'on mette des moyens. Voilà. Et les moyens, on va voir ce qui va bien advenir mercredi, et je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs à ce qui va être dit mercredi. Parce que, voilà, donc, et ça, c'est de clé essentielle. Moi, je dois dire que je partage un grand nombre d'objectifs, on va y revenir, de ce qui a été annoncé par la Commission sur la stratégie Farm to Fork et la stratégie biodiversité, qu'effectivement, ça peut redonner donc, une véritable place à l'agriculture et à l'alimentation, et donc aux agriculteurs, mais derrière, bien sûr, cette mutation-là, parce qu'il s'agit de mutation et de changement de modèle, il faut appeler les choses par leur nom, ça induit des moyens. Et aujourd'hui, sur la table, là où je suis très, pas sceptique, mais très réservé, c'est que dans les documents qui nous ont été présentés et dans les propositions qui nous ont été faites, le lien entre les objectifs et les budgets ne sont pas présents. Voilà. Et que de ce fait, ça laisse interrogatif sur la suite. Si on continue, et je vais m'arrêter là, excusez-moi d'être un peu long, mais sur la matrice qui était la matrice avant le Covid-19, c'est-à-dire moins 15% finalement de budget à l'agriculture, ce qui faisait moins 20% sur le développement rural, là, on ne sera pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette nouvelle orientation et cette prise de conscience forte donc, de repositionnement de l'enjeu agricole est suivie de moyens dédiés, alors là, effectivement, je pense qu'on a devant nous des beaux jours et des belles semaines et des belles années pour redonner du lustre donc, à nos territoires, à l'agriculture, à la qualité alimentaire, etc., ce dont nous allons débattre tout de suite. Michael. Irène Toléré, peut-être pour prendre la suite. Alors, sur la question, le Covid, le pacte vert, les cartes rebâties et optimistes ou pessimistes pour la nouvelle PAC, j'ai deux niveaux de réponse très différents. Parce qu'on était sur une politique agricole commune qui est en application, qui n'a pas du tout été au rendez-vous des conséquences pour la crise agricole pour les agriculteurs. La réserve de crise n'a pas été mobilisée. En tant que député, avec Anne et Eric, on a tout fait pour essayer de mobiliser une réponse européenne qui n'a pas été à la hauteur du tout. Et on est sur des réponses nationales qui peuvent, à terme, remettre en cause la politique agricole commune. C'est-à-dire, si face aux difficultés financières que les agriculteurs de nos régions ont à surmonter, les réponses sont des réponses financées par le national. On va avoir des pays riches, des pays pauvres, des agriculteurs de pays riches. Donc du coup, sur ce point, qu'est-ce que la crise du Covid a monté sur notre PAC, qu'il fallait sans doute aller plus loin. Et donc, effectivement, il y a le fait qu'on ait maintenu la stratégie de la ferme à la fourchette. C'est un moyen de montrer qu'on est quand même un sujet qui est en haut de la pile. Mais par contre, ce haut de la pile, pour moi, il doit être dans la co-construction avec les agriculteurs. On a, pour moi, un impératif catégorique ici et maintenant de passer d'une balle qui est échangée entre les commissions environnement et les commissions agriculture sur un bébé fait avec ensemble, en le tenant par les mains et en lui donnant le temps de grandir et les moyens qui vont avec. Sur les moyens, il est évident qu'on a, depuis le début de cette crise, beaucoup entendu de parler de milliards et de milliards et de milliards, et c'est très bien. Je veux dire, le fait qu'on envisage de faire des dettes communes et des choses comme ça, ça peut être une vraie relance du projet européen. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va voir mercredi quels sont les chiffres qui en sortent et comment
on peut les mobiliser. Je peux vous assurer que les 3 députés qui sont ici, par contre, ils sont en première ligne pour obtenir que les secteurs agricoles touchés fassent partie du plan de relance et que, y compris dans le volet touristique du plan de relance, qui a priori va avoir des sous, il y ait un volet agritouristique et voilà, qu'on laisse personne sur le bord de la route. Donc oui, les cartes ont été rebattues et optimiste, pessimiste, pessimiste sur les résultats qu'on a eus là tout de suite maintenant, optimiste sur la suite si on arrive à la construire tous ensemble. Eh bien, bon, merci à tous les 3 pour ces propos introductifs. Alors, peut-être, une précision, nous sommes dorénavant près de 80 sur Zoom et plus de 30 sur Facebook. Donc, en effet, il y a du monde et il va être difficile de prendre les questions de tout le monde. Sachez que si on peut, vous pouvez poser, ceux qui sont sur Zoom, des questions via le forum de discussion. On essaiera de les relayer et je remercie Emmanuel Leroy et Anne Rouquette de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, ainsi que mon collègue Robin d'être là pour me seconder, pour relayer ces questions. Mais lors de l'inscription, certains d'entre vous ont déjà posé certaines d'entre elles. Juste peut-être, et là je pense que vous, les 3, n'ont peut-être pas besoin de répondre, un point de calendrier sur... on sait qu'il y a une année de transition qui va être mise en place pour le FEADA et le FEADER. Où on en est du calendrier de négociation, parce que les seuls rapports qui n'avaient pas été encore votés en plénière sur le train de mesure 21-27 étaient justement ceux de la politique agricole commune. Alors, qui d'entre vous peut faire un petit point de calendrier sur quelles sont les perspectives? Anne, tu veux y aller? Éric, tu es rapporteur. Je veux bien, mais comme tu es rapporteur, oui, je te laisse. Je vais donner quelques éléments d'information. Donc déjà, sur le volet transition. Éric, excuse-moi, si tu peux parler un peu plus fort, on t'entend, voilà. Oui, il suffit de demander, on va crier. Hein, donc. Voilà. Non. Donc sur le volet transition, donc, vous savez que nous avons voté donc, au Parlement donc, le rapport sur la transition. Le premier trilogue a eu lieu sur le rapport donc, sur la transition et il a été convenu avec le Conseil, donc, où il semblerait que les choses se présentent plutôt bien, voilà, et la Commission qui était plutôt en retrait, que la transition durerait 2 ans, pas 1 an. Voilà. Donc ça, c'est quand même une décision importante. Voilà, une information peut-être qui vous intéresse, en tous les cas aux participants. Voilà. Pour ce qui est des rapports, donc PAC, effectivement, le volet plan stratégique est plus complexe en termes calendaires que le volet OCM, je vais en dire 2 mots, donc, ou le volet horizontal, où là, pour l'instant, rien n'est vraiment arrêté. C'est-à-dire qu'il y a encore des discussions, comme l'a dit Irène tout à l'heure, un peu, je ne vais pas dire tendues, mais il y a encore des discussions high level, on va dire, donc, où il y a de vraies discussions entre la Commandy et la Comagri. Et ce n'est pas réglé, il y a pas mal de points. Alors, on va voir avec la déclaration de Farm to Fork et sur la stratégie de biodiversité, finalement, comment les choses vont évoluer. Donc, bon, voilà, nous, on était plutôt sur une idée, mais c'est à vérifier. Alors, cette réunion tombe bien et mal, parce que nous avons une réunion de coordinateurs demain matin. Et je pense que la partie du calendrier va être abordée et précisée donc, demain matin. C'est le cas pour ma part, je vais le dire. Pour le volet, le rapport sur l'organisation commune des marchés, dont j'ai le privilège d'être rapporteur principal, et Anne Sandé pour son groupe est rapporteur donc, fictif, hein, donc nous travaillons ensemble. Je pense qu'on est quasiment au bout. Hein. Il reste 3 ou 4 articles donc, sur lesquels il faut que nous parvenions à nous entendre ou pas d'ailleurs. Donc ça veut dire que nous avons une nouvelle réunion de shadow rapporteurs, des rapporteurs de différents groupes qui aura lieu le 3 juin, je crois, et une le 18 juin. Donc le 3 juin virtuellement, pour être très précis, et le 18 juin physiquement. Et on devrait donc boucler le rapport au CM, je pense sincèrement, sans trop m'avancer, lors du 18 juin. Voilà. Donc là, ça veut dire que nous sommes prêts en tant que rapport
à aller ensuite dans le calendrier qui suit. Donc, et le rapport sur la partie horizontale, je dirais, il y a aussi des difficultés parce que c'est lié au plan stratégique. Donc, nous, on formule le vœu, on a toujours dit ça, hein, que ce soit voté en juillet. Je ne suis pas convaincu qu'on maintienne cet agenda, donc c'est plutôt l'automne. Voilà. Je parle de la plénière, là, donc je ne sais pas si vous avez des infos différentes, je parle à Anne ou Irène, mais moi, les informations que j'en ai, nous, on sera prêts, voilà, nous, l'OCM, voilà, assez rapidement. Les autres, c'est moins avancé, bien avancé, mais il y a beaucoup de discussions, hein, donc, et je pense que c'est plutôt de l'ordre du dernier trimestre. Voilà. D'accord. Alors, si vous êtes d'accord là sur ces éléments de calendrier, Éric Andrieux vient de dire qu'on partait sur 2 années de transition. Alors justement, donc c'est la PAC actuelle qui va devoir aussi répondre à la crise provoquée par le Covid et à ses répercussions derrière économiques, sociales et autres. Irène, tout à l'heure, a déjà évoqué le fait que c'était sûrement pas aller assez loin dans les outils de gestion de crise mobilisés. Est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut envisager comme mesure d'urgence d'accompagnement sur cette PAC 14-20 prolongée de 2 ans pour venir en appui aux filières les plus en difficulté? Donc là, Irène ou… Alors, moi, je vais prendre la parole très brièvement. Je pense que Anne a quelque chose à dire aussi sur la réserve de crise, parce que si elle n'a pas été mobilisée, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà. En ce moment, je pense que schématiquement, on est en train de faire quelque chose qui est peut-être efficace, même si intellectuellement non satisfaisant. On est en train de faire les fonds de tiroir de tous les côtés pour mettre de la flexibilité pour que les fonds européens puissent être utilisés sur la crise du Covid, et notamment la dernière proposition de la Commission, c'est qu'on mette 1 à 2% du FEADER qui puisse être donné en aide directe aux agriculteurs. C'est quelque chose qui passera en procédure d'urgence. Je sais que les participants ne sont pas du tout au courant, mais en fait, depuis le début de la crise, le Parlement européen a passé plus de 300 actes juridiques pour faire que les fonds puissent être utilisés vite, qu'on n'embête pas sur les contrôles. Voilà. Donc, on continue, mais on n'a pas de planche à billets. Donc, quelque part, on utilise l'argent qui était déjà quelque part fléché et non dépensé. C'est efficace sur 2020, c'est pas satisfaisant. Voilà. Anne Sander, peut-être un complément au propos d'Irène Tolleré? Oui, peut-être simplement pour préciser, effectivement, comme l'a dit très bien Irène, c'est-à-dire qu'il y a eu différents types de mesures. Dans un premier temps, eh bien, le Parlement a accompagné le Conseil. Il y a eu des mesures pour rendre les mesures beaucoup plus flexibles. Hein. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait. Et ensuite, on a travaillé sur des mesures vraiment de marché, donc des mesures de stockage, l'autorisation des cartels de crise. Enfin, voilà, il y a eu aussi de la flexibilité qui a été rajoutée. Donc, toutes les mesures de marché, mais qui ne sont pas allées suffisamment loin. Il y a des filières, par exemple, qui ont été oubliées. Je pense à la filière de la volaille. Je pense à des secteurs pour lesquels on n'est pas allé, le veau, la volaille, le veau, des secteurs pour lesquels on n'est pas allé suffisamment loin, c'est largement insuffisant. Je pense à l'horticulture, je pense aux ovins où ce n'était pas forcément adapté non plus. Enfin, voilà. Et puis, il y a le problème du vin, où on renvoie essentiellement à des financements nationaux. Et d'ailleurs, on le voit bien hein, dans cette gestion de crise, on renvoie très souvent parce qu'on n'a pas de moyens, ou en tout cas parce qu'on ne se donne pas des moyens au niveau européen, on renvoie à des programmes, on renvoie à des financements nationaux. Or, ces financements nationaux, ils ne sont pas disponibles de la même manière dans les différents États membres. Certains ont déjà consommé beaucoup de cet argent européen, donc il ne reste pas grand-chose
pour gérer la crise. Donc, et puis, ça crée de la distorsion de concurrence aussi au sein de l'Union européenne. Donc, ça, c'est une véritable difficulté. À côté de ça, eh bien, nous avons ce qu'on appelle la fameuse réserve de crise. Et on se dit qu'avec un nom pareil, eh bien, cette réserve, elle aurait dû être mobilisée pour venir en soutien aux agriculteurs, parce que si là, on ne vit pas une crise, on n'en aura jamais. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet outil est tellement mal ficelé, je dirais, qu'on ne peut pas le mobiliser, parce que ce serait prendre de l'argent aux agriculteurs du premier pilier pour le donner aux agriculteurs en difficulté. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, nous ne voulons pas mobiliser cette réserve de crise. Personne ne le veut, ni les États membres, ni nous, ni les agriculteurs eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est de l'argent frais, de l'argent qui ne soit pas déjà de l'argent fléché, enfin de l'argent des agriculteurs tout simplement. Et donc, ce qu'on est arrivé à faire, puisque vous parliez du texte sur la transition, eh bien, nous avons proposé de réformer ces outils et en particulier la réserve de crise pour la rendre multi-annuelle, pour faire une véritable réserve de crise avec de l'argent différent, de l'argent frais, et pour ensuite eh bien, permettre à cette réserve de s'étoffer chaque année 400 millions d'euros supplémentaires. Et ça, on est déjà arrivé à le mettre dans le règlement de transition. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est, bon, on y reviendra, ça a été évoqué, des financements supplémentaires et en particulier un grand plan pour 2021. Oui. Éric ne s'est pas exprimé sur ce point et après on passe à la question suivante. Ouais. D'accord, oui, donc quelques mots pour venir en complément pour essayer d'avoir une vision globale. En fait, effectivement, comme ça a été dit, la Commission immédiatement a réagi, ça c'est vrai, sur les outils PAC, sur les paiements différés, donc ce que tout le monde sait aujourd'hui. Là où le bas blesse, ça a été dit, c'est tous les outils de gestion de crise. La Commission a mis du temps d'abord à déclencher, comme à l'accoutumée, d'une part. Et heureusement, et là je crois qu'il faut le dire, que le Parlement, dans son entier, dans une commission agricole, je crois que c'était le 27 avril, a fait le forcing et qu'il y a eu un courrier de 7 ministres de l'Agriculture, ce qui est assez exceptionnel, pour faire pression auprès du commissaire pour lui demander d'utiliser les outils de gestion de crise qu'ils ont fait. Mais effectivement, on est en fin de programmation et les crédits ne sont pas disponibles. Et donc, ils ont redistribué les crédits au mieux. Et ensuite, les marges, il y a toujours des marges dans le budget agricole. C'est quand même le plus gros budget de l'Union. Les marges avaient été consommées ailleurs, parce qu'il faut savoir que les budgétaires de l'Union n'ont pas pris la mesure de la crise agricole. Ils avaient pris la mesure de la crise de l'industrie, de la crise sociale, etc. Et dans la mesure où l'alimentation arrivait, il y avait un sujet important entre les deux DG, budget et DG Agri, qui s'est soldé par finalement une consommation des marges agricoles sur d'autres secteurs dont je tairai le nom là. Mais dans tous les cas, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'inscrit et sur la réserve de crise, effectivement, personne n'en veut parce qu'elle est prise sur les paiements directs, comme vient de le dire Diran. Mais ensuite, on est dans un moment de négociation des budgets agricoles à venir. Et que si on avait pris dans la réserve de crise et donc sur le paiement direct des agriculteurs, on était moins bien placé pour négocier le budget à venir. Ça, c'est ce qui est ça, stratégiquement, ça se discute effectivement. Donc, nous avons demandé une révision, effectivement, c'est le mercredi. Timmermans l'a annoncé la semaine dernière à la présentation de la stratégie Farm to Fork et biodiversité, en disant effectivement que la réserve de crise allait être révisée, c'est une bonne chose. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'il y avait matière, il y a toujours matière à aller chercher dans le budget général. Parce que si on ne vient pas répondre avec des outils de régulation, si vous voulez, et si la Commission ne joue pas son rôle de coordinateur ou de régulateur sectoriel à l'échelle communautaire, on exacerbe, vous avez dit, les distorsions de concurrence. Ce qu'on a fait, par exemple, pour donner un exemple précis, en autorisant les cartels, donc par État membre, ça peut marcher, mais si vous voulez, il n'y a pas de coordination au niveau communautaire. La volonté des laitiers, par exemple, c'était qu'il y ait une coordination au niveau communautaire. Alors là, nous, on a un débat dans l'OCM, qui est un sujet politique. Est-ce qu'effectivement, on oblige les producteurs par la loi, et ça sera une des propositions, mais qui n'a pas la majorité aujourd'hui, à réduire sa production en cas de crise grave?
Là, on vient de vivre une période où il faut sortir des dogmes peut-être et dire il y a des moyens et des outils qu'il faudra revisiter pour permettre de la régulation des marchés, donc, pour pouvoir répondre à ces situations un petit peu difficiles. Quoi. Parce qu'effectivement, quand on le voit, toutes les filières laitières sont en grande difficulté. Il n'y a pas que le lait, on a parlé du vin, mais le vin aujourd'hui, le fait que certains États membres aient répondu en France, c'est le cas, par des mesures spécifiques qui ne sont pas homogènes au niveau européen, ça ne règle pas le problème. Le rapport, donc, on sait bien que le temps de fixation des prix au niveau agricole est un temps long. Et que là, si on déstructure dans le rapport donc, au prix et au bien, ça veut dire que ça va être très, très compliqué pour rétablir des équilibres. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, on va avancer. Il y a quelques questions qui arrivent, mais qui portent plus sur le deuxième ou le troisième temps. Par contre, une question qui rejoint ce temps, c'est sur les stratégies qui ont été présentées la semaine dernière par la Commission européenne dans le cadre du Green Deal sur la biodiversité et de la ferme à la table où parfois les traductions, la table est remplacée par la fourchette ou de la fourche à la fourchette. En fait, si on là, au-delà de la crise et de la régulation sur cette période, comment concilier durabilité environnementale et durabilité économique? Quelles mesures d'accompagnement concrètes? Pour prendre un exemple, quand on voit que déjà sur la période actuelle, il a manqué de moyens pour accompagner les agriculteurs qui souhaitaient passer en agriculture biologique. C'est une des mesures qui a dû être, ou pour le maintien après la conversion, etc. Donc, durabilité environnementale, durabilité économique, est-ce que c'est conciliable? Et deux, quels moyens on se donne pour pouvoir concilier cette chaîne alimentaire durable pour tous, de l'agriculteur au consommateur? Alors, sur cette question, qui attaque? Moi, je veux bien. Allez, Irène. Hop. Ben, en fait, c'est un peu un de mes gros sujets de prédilection aussi, hein. C'est-à-dire le fait que cette politique agricole commune, on doit à tout prix y mettre un volet alimentaire, mais qui soit pas subi et qui soit très pragmatique. Là, avec la crise du Covid, on a bien vu les limites d'une politique qui soit que agricole. C'est-à-dire que quand on a des matières premières qui servent à l'élevage ou des matières premières agricoles qui sont en route pour se faire transformer, ou des emballages liés à des produits agricoles qui ne passent pas la frontière parce qu'ils ne sont pas green lane, eh bien, on se retrouve avec de la non-production alimentaire, de la non-production agricole. Et dans ces temps-là, c'est complètement con parce que c'est con pour tout le monde. On a une précarité alimentaire énorme qui augmente avec la précarité économique et la crise qui est devant nous. On parle d'une crise économique de type 1929. Donc, il va y avoir besoin que tout le monde puisse manger. Or, dans cette crise, on s'est rendu compte que pour pouvoir manger, il fallait qu'il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas tout à fait réfléchies au niveau européen, au niveau des frontières pour les emballages, mais aussi au niveau des travailleurs transfrontaliers, au niveau des travailleurs saisonniers, parce que pour récolter, voilà. Donc, c'est très important. Et moi, je pense que cette stratégie de la ferme à la fourchette, c'est l'occasion de remettre sur la table un vrai projet alimentaire territorial européen. Comme on a des exemples qui marchent très bien avec le pacte de Milan qui ont été développés, et voilà, qu'on aille un petit peu plus loin. Donc oui, il y a des objectifs qui devront être fixés, discutons-en. Voilà, mais discutons du fait que pour un objectif commun, il faut qu'on accepte la route pour y aller, parce que souvent on est assez d'accord sur les objectifs. Le climat, sur le fait qu'il faut protéger notre climat, notre planète pour nos enfants. On est d'accord. Le Green Deal, il a été signé. Donc, on va dans cette direction-là. Après, quels sont les outils pour y aller? Il y a encore des grosses phases de négociation à faire. Et moi, je pense qu'il faut la faire tous
ensemble et que c'est une opportunité qu'on remette la mairie sur la place de l'église et qu'on parle du concret des conséquences de nos politiques. Je voudrais parler des circuits courts un tout petit peu, parce que les circuits courts sont pas… vous m'entendez pas en fait? Non, non, c'est clair. Je vois que Claire fait des gestes. Donc, les circuits courts ne vont pas nourrir la planète. Ils ne vont pas nourrir l'Europe. En revanche, en période de crise, ils permettent à des agriculteurs d'avoir la tête au-dessus de l'eau. Et cette tête au-dessus de l'eau, elle est très importante. Pas suffisamment parlé. En Espagne, saisonniers, les fraises qui n'ont pas été récoltées. Est-ce que les producteurs de fraises espagnols, à qui manque 50% de leur activité, qui n'ont pas un État qui met autant d'argent à la poche pour aider, est-ce qu'ils vont pouvoir survivre? Et si l'année prochaine, ils n'ont pas survécu, combien de quantités de fraises ne seront plus disponibles et par quoi la remplacerons-nous dans notre alimentation? L'agriculture produit quelque chose qui nous nourrit. Donc, c'est important qu'on ne traite pas ça comme un autre produit. Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on devrait avoir un pourcentage de transformation alimentaire sur le territoire européen pour être bien tranquille lorsque la prochaine crise se passera. Je ne veux pas prendre la parole aux autres, mais voilà, c'est très important qu'on aille au bout de cette démarche. Alors, juste, je vais vous laisser poursuivre, mais juste, il y a une question qui est arrivée. Emmanuel Leroy de la Chambre d'agriculture va la relayer parce que c'est capital. Dans le fil des questions, effectivement, est-ce que l'actualité qui évolue, peut-être Claire, qu'il faut le micro. Dans l'actualité qui évolue avec le Covid, est-ce que le risque de non-accord ne pourrait pas augmenter et le calendrier qui a été évoqué tout à l'heure de 2 ans de transition s'allonger du fait de divergences sud ou est européens? Vous y allez, Anne? Ok. Bon, bah alors j'y vais. Alors, moi, je crois que l'agriculture, l'alimentation, d'abord, eh bien, c'est pour permettre, il faut le rappeler parfois, eh bien, aux Européens de manger suffisamment et de manger, je dirais, sainement. Et ce que nous devons rechercher, on l'a bien vu dans cette crise, c'est notre autonomie alimentaire. Après, il y a un équilibre à trouver entre la durabilité environnementale, vous l'avez évoqué, et la durabilité économique. Alors, je crois qu'on partage tous l'ambition environnementale. Ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que nous fassions, l'Europe doit être un modèle. Elle l'est déjà, d'ailleurs, il faut quand même le dire, par rapport au reste du monde, parce que notre alimentation est déjà, je pense, la plus saine au monde. Et donc, on doit continuer à avancer. Mais moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on reconnaisse tous les efforts qui ont déjà été faits par le monde agricole. Donc, on garde cette ambition, on a ces stratégies ferme à la fourchette, mais on parle de la ferme à la fourchette. Moi, je trouve que les objectifs qui nous ont annoncés mettent beaucoup l'accent ferme, plus que sur le côté fourchette, c'est beaucoup axé sur le côté ferme, avec des objectifs qu'on fixe à nos agriculteurs. Mais moi, ce que je regrette, c'est que ce soit fixé plutôt par le volet commission de l'environnement. Parce que finalement, on sent bien au sein même de la Commission européenne, c'est une stratégie qui est beaucoup portée par M. Timmermans. Et puis, au sein du Parlement européen, se pose aujourd'hui la question de savoir quelle commission va porter cette stratégie. Or, aujourd'hui, on a une commission de l'environnement qui aura la main. Donc, nous qui sommes en commission de l'agriculture, tous les trois, il va falloir se battre pour que nous ayons notre mot à dire parce que ça concerne directement les agriculteurs. Moi, je trouve aussi que la durabilité économique, finalement, dans cette stratégie, on en parle
pas tant que ça. Je trouve qu'il manque justement ce volet économique. On aurait pu développer justement les outils de gestion de crise, de risque, les outils aussi, les investissements pour permettre aux agriculteurs. On veut réduire les pesticides, on veut réduire les engrais, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage développé tout ce qui est agriculture de précision? Ça aussi, c'est un volet important et pour ma part, qui devrait aller de pair. Donc, vous voyez, on a des bonnes intentions dans cette stratégie, mais aujourd'hui, on manque de propositions concrètes. Bon, ça va arriver à travers les propositions législatives, mais surtout, on n'a pas d'informations sur les moyens qui vont accompagner cette stratégie, parce qu'on sait aussi que derrière, ça va être des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs. Comment est-ce qu'on va les accompagner? C'est ça une des questions clés que nous devons nous poser, et il faut que le Parlement européen là-dessus soit en première ligne. On n'entend pas clair. Éric, si oui, je veux bien, tu veux compléter sur… voilà, je pense que… Oui, je crois que c'est important que chacun s'exprime sur ce point qui est essentiel. D'abord, qu'on reprécise la place qui est la nôtre. Moi je ne suis pas… En tout cas, je ne me considère pas comme représentant de la FNSEA, ni de la coordination, ni de la Confédération paysanne. Je me considère simplement comme député européen. Et du coup, je ne suis pas en défense, même si je défends le monde agricole, mais l'enjeu, pour moi, il est comment, avec une vision sociétale, on redonne du sens et du contenu à la vision agricole. Et effectivement, je pense qu'il y a 20 d'opposés, ça c'est ma lecture, hein, donc ça c'est aussi la différence. On dit la même chose finalement. La durabilité environnementale de la PAC et la sécurité alimentaire. Parce qu'on a tendance donc à faire souvent des raccourcis. Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce. Aujourd'hui, la crise que nous vivons est avant tout une crise de la biodiversité. Il y a un déséquilibre qui a été créé par l'homme, hein, on peut le dire voilà, et que le modèle qu'on a accompagné depuis 50 ans montre ses limites, et cette crise-là est très révélatrice, telle est ma lecture, des limites du modèle. Parce que quand on regarde précisément les politiques publiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent, on le sait bien, nous, quand on travaille sur les chaînes alimentaires, la répartition de la valeur ne va pas forcément rarement aux producteurs, mais elle va donc à l'aval, c'est-à-dire à l'industrie, à la chimie, donc voilà, et on peut arriver, en même temps, avec des chiffres très précis, de voir comment se répartit la valeur. Donc effectivement, la question de nouveaux modèles agricoles qui investissent l'agronomie, qui nous interroge là-dessus, et on ne peut pas opposer les deux, parce que ce serait, effectivement, une fois de plus, isoler l'agriculture et ne pas servir, ça c'est ma lecture, ni les citoyens, ni les agriculteurs, ni les citoyens consommateurs. Et là où par rapport à la PAC, de mon point de vue, le bas blesse, moi je suis à l'aise, parce que depuis le début, je réfute cette PAC qui est sur la table, c'est qu'on ne change pas la PAC. La PAC aujourd'hui, telle qu'elle est sur la table, elle continue à vouloir payer donc, les aides à l'hectare, c'est-à-dire payer des rentes donc, voilà, de situation à l'hectare, et on n'a pas les moyens de réorienter les systèmes de production. Et ça, c'est un sujet. On peut vouloir dire avoir un Green Deal, on peut avoir Farm to Fork, etc. C'est pour ça qu'on parle d'objectifs, d'outils et de moyens, nous ne trompons pas des dimensions. Mais si derrière les objectifs, mais les outils ne sont pas adaptés, les moyens ne sont pas au rendez-vous, ça ne changera rien. Ma grosse inquiétude là, c'est que si on ne change pas la matrice même de la PAC, donc, on ne va pas gagner le défi de l'agriculture de demain, avec une agriculture et des alimentations saines, le rapport à la santé, le lien entre l'agriculture, l'aliment et la santé humaine. On va continuer à faire des petits pas. Et moi, je pense que justement, dans ce moment-là, donc, l'agriculture devrait faire un grand pas. Donc, voilà. Et c'est vrai que là où je suis à la fois en accord avec les visions de la Commission portée par Timmermans, mais à la fois sceptique sur les outils et les moyens, parce que si les outils et les moyens ne changent pas dans ce moment-là, effectivement, on n'ira pas jusqu'au bout. Et effectivement, on sait bien aujourd'hui l'impact des pesticides, je peux en parler longuement si vous voulez, on sait bien donc l'impact sur le sol, on sait bien l'impact sur l'eau, on connaît bien le nombre de nos productions. Donc, effectivement, il faut qu'on tende, si on est responsable politique, telle est ma lecture, vers le changement de mode de production, mais également vers le changement de mode de consommation. Et c'est en cela où l'approche globale est intéressante et elle remet au cœur du débat, je le redis, le fait agricole. Voilà. Et ça, c'est un choix de stratégie politique, hein, dont il y a un débat, hein, on n'est pas tous d'accord, et c'est la beauté de la démocratie. Donc, parce que certains pensent que pour sauver l'agriculture, il faut se replier sur nous-mêmes au niveau agricole, et d'autres pensent qu'au contraire, il faut élargir le spectre
et donner à l'agriculture un autre rôle dans la société. Et cette crise-là, j'arrête là-dessus, je pense que c'est très révélateur de ce changement. Et on ne peut pas y aller à minima, ça c'est ma lecture. Je pense qu'il faut s'en donner les moyens, et je le redis, le rendez-vous budgétaire sera un rendez-vous essentiel. Alors justement là, on va passer au deuxième temps de notre webinaire sur justement des questions qui ont été soulevées en amont par des participants sur où en est-on dans les négociations sur plafonnement, est-ce que ça va rester et prise en compte des petites exploitations, sur le rythme de la convergence externe et interne, sur il y a eu des questions aussi sur l'éco-chem, le nouveau dispositif, est-ce que là, est-ce que ça fait débat, est-ce qu'il y a des clivages au sein de votre commission? Et puis sur ce deuxième temps du webinaire, la deuxième partie, on l'axera ensuite un peu plus sur le pastoralisme et les spécificités aussi que nous avons sur les zones méditerranéennes. Donc, sur ces points-là, quels sont les points qui font consensus et quels sont les points qui vraiment font débat dans, Éric le disait tout à l'heure, dans la négociation sur le règlement sur le transversal et plan stratégique, c'est sans doute là où il y a le plus de débats encore. Bon, je vais bien commencer, comme ça on tourne un petit peu, pour changer un petit peu l'ordre. Hein, mais moi, je vais surtout intervenir sur l'éco-scheme, parce qu'effectivement, tout repose sur l'éco-scheme. Même la proposition de Timmermans et des 3 commissaires la semaine dernière, en fait, tous les espoirs. Et si vous voulez, moi je suis, je suis sceptique, mais à la fois, il y a 2 approches qui sont inquiétantes de mon point de vue. C'est que là, on est toujours, et Anne l'a révélé tout à l'heure, dans le fait d'avoir redéfinir les plans stratégiques nationaux, qu'on ne le veuille ou pas, on exacerbe la renationalisation de nos politiques publiques communautaires. Voilà. Et qu'effectivement, la question très récurrente de la distorsion de concurrence, elle est toujours prégnante dans nos esprits, là, quel que soit le groupe d'ailleurs. C'est une inquiétude qui est réelle. Et que tout faire reposer sur l'éco-scheme sans savoir ce qu'il y a dans l'éco-scheme réellement, parce qu'on va aller sur les visions nationales, on peut avoir des différences d'approche qui desservent plus le secteur qui ne le sert. Parce que faire des éco-schemes à l'échelle nationale, avec la volonté de maintenir un marché intérieur, je suis curieux de voir comment ça va se traduire in fine, finalement. Voilà. Et donc là, c'est une question. Moi, je suis assez inquiet, je dois le dire, donc, hein, cette approche-là, donc qui ne règle pas les problèmes au fond. Voilà. Donc, et moi, je dis qu'on fait reposer sur l'éco-scheme beaucoup d'espoir. On ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant, parce que chacun y travaille un petit peu, hein, à sa manière. Chaque État membre y travaille, donc hein, il n'y a rien qui se dessine vraiment de commun. Et là, c'est vraiment un grand risque, telle est ma lecture, donc, hein, de voir in fine cette dernière politique agricole commune. Voilà, moi, je le dis depuis le début, je suis inquiet de ça et je continue à le penser aujourd'hui. J'attendais beaucoup de la stratégie Farm to Fork et des plans de biodiversité. On voit bien les objectifs, et quand on arrive aux moyens et aux outils, on ne change ni les outils ni les moyens. Donc là, effectivement, je dois dire, assez dubitatif. Voilà. Donc j'attends, je le redis, je me répète, mais le débat de mercredi. Voilà. D'accord. Le débat budgétaire, mais ensuite, oui, le débat. Et c'est vrai que, j'allais dire, cette incertitude sur les détails font que ça inquiète beaucoup. Alors certes, on va avoir cette période de transition pour essayer d'y voir un peu plus clair, mais c'est vrai que quand on a du mal à comprendre la traduction opérationnelle sur les exploitations, etc. Et c'est ce qui fait que ça nourrit et on va y revenir. Est-ce que sur la question de est-ce qu'on va poursuivre la redistribution en faveur des petites exploitations? Le plafonnement, est-ce qu'il va rester obligatoire? Est-ce que sur ces points-là, qui peut répondre, Anne Sander ou Irène?
Peut-être un point d'abord pour revenir sur les inquiétudes du fait justement de cette incertitude. Alors, il y a évidemment la question du budget et ça, c'est sans doute un des points extrêmement importants, voire un des points essentiels, parce qu'on a beau faire toutes les propositions et avoir toutes les ambitions qu'on veut, si derrière on ne peut pas les financer, eh bien, on va pas y arriver. Donc, il y a la question du budget qui est centrale. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu le vote en avril dernier par la Commission de l'Agriculture, mais c'est qu'aujourd'hui, eh bien, sur un certain nombre de sujets, les discussions sont rouvertes. Et ces discussions, elles avancent, je dirais, en tout cas sur le rapport sur les plans stratégiques, elles avancent lentement. Alors, bien évidemment, je ne veux pas opposer l'agriculture à l'environnement, mais il faut bien se rendre compte que c'est des positions différentes entre ce qui est proposé par la Commission de l'Agriculture et ce qui est proposé par l'environnement. Et on ne peut pas nier les choses, hein, il y a des positions différentes. Or, aujourd'hui, les discussions démarrent à peine sur l'architecture verte et on ne sait pas finalement ce qui va en sortir. Je rappelle, au mois d'avril dernier, la Commission de l'Agriculture proposait des éco-schemes à 10%, la Commission de l'Environnement proposait des éco-schemes à 30 ou 40%. Aujourd'hui, on doit être à 40%. Il en est ressorti 20%. Qu'est-ce qui sortira des discussions? Aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas capable de vous le dire, mais ce sont essentiellement, enfin, c'est des discussions aussi que nous avons au sein de la Commission de l'Agriculture, mais c'est des discussions plus difficiles parce que la Commission environnement est associée aux discussions. Donc, sur tout ce volet architecture verte, eh bien, on n'a pas encore, on ne sait pas ce qui ressortira. Nous militons vraiment, moi je milite pour que ce soit des mesures communes, parce qu'il faut vraiment qu'on se batte pour garder cette politique agricole commune au niveau européen et donc avec des objectifs communs. Sur le plafonnement, alors je ne sais pas, j'avoue que je suis pas dans le détail, mais je crois que la question du plafonnement, je ne suis pas sûre qu'elle… Est-ce qu'elle est rouverte? Je ne crois pas. Oui, elle était ouverte, mais ce n'est pas tranché. Ce n'est pas tranché. Et puis, il y a la question de la redistribution. Là où nous, en France, on est déjà plus avancé que dans d'autres États membres. Et là-dessus aussi, eh bien, il faut qu'on ait des règles communes. Hein. C'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été décidé au mois d'avril. Un point là peut-être sur la redistribution, la convergence. Alors avant qu'on passe au pastoralisme, est-ce que Eric ou Irène peuvent apporter des précisions, puisque nous on sait quand même que sur des zones comme les nôtres qui étaient méditerranéennes, de montagne, de petites exploitations, sur lesquels on n'avait pas des droits historiques importants, etc. Le premier pas qui a été fait sur la période 14-20, en redistribution, en majoration pour les 50 premiers hectares, etc., a permis une hausse significative des paiements directs sur nos types d'exploitation. Et ce mouvement-là, il est important de le poursuivre parce que, alors ça rejoint, j'allais dire, une question d'un interlocuteur, d'un participant. J'allais dire, Irène Tolleré parlait tout à l'heure des exploitations de fraises en Espagne, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit le modèle qu'on veut tous défendre en système d'exploitation. Donc, est-ce que sur cette nécessité de poursuivre la redistribution, est-ce que vous y croyez? Deux mots, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, si on en croit ce qui a été annoncé la semaine dernière, effectivement, on ne peut qu'y croire en termes d'intention.
parce que je ne sais pas pour reprendre graine, mais il faut bien distinguer la notion de circuit court ou la notion de circuit de proximité. En économie, dans tous les cas agricoles. Quoi, hein. Un circuit court, ce n'est pas forcément un circuit de proximité. Un circuit court, c'est, dans la définition, dans tous les cas, c'est un circuit où les intermédiaires entre le producteur et le consommateur sont réduits donc à peau de chagrin. C'est ça, voilà. Oui. Après, il y a des circuits courts de proximité, mais il y a des circuits courts, pas de proximité. Voilà, donc, Oui. les choses, et là, il faut qu'on précise de quoi il retourne. Là, le lien, dans ce qui est dit, dans tous les cas, dans ce que j'avais pu en lire, comme vous certainement, c'est que la question du lien au territoire, la question de l'aliment sain, la question donc des contrôles, etc., c'est vrai qu'on a a priori dans l'intention qui est affirmée dans tous les cas que ce lien-là et l'accroche au territoire donc, va être plus prégnante. Or, la PAC en tant que telle qu'on a sur la table ne le dit pas expressément, quoi. Dans la question qui est toujours présente dans tous les cas, et là ça va se préciser, on va arriver au pied du mur finalement, hein, c'est que si, qui domine quoi? Est-ce que c'est la PAC qui va donner le là au Green Deal et à Farm to Fork, ou est-ce que c'est l'inverse? Moi je dis depuis le début, il faudrait qu'il y ait Green Deal, Farm to Fork, biodiversité et PAC. En gros, la PAC est un moyen pour répondre à des grands objectifs politiques. Pour l'instant, tout ça, et comme Anne me le disait, c'est un petit peu trouble, quoi, parce que pour l'instant, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de cette définition-là, quoi. Et on est un peu embarrassé pour répondre parce qu'on n'a pas les éléments concrets et très précis. On n'est pas au bout du cheminement pour répondre, quoi. Voilà. Et suivant ce que l'on regarde, c'est pour ça qu'il y a des rapports qui sont ouverts, même dans le débat plan stratégique aujourd'hui. Les articles ne sont pas fermés, ils sont en débat. Et c'est vrai que les orientations de Farm to Fork peuvent remettre une pièce dans la machine pour réouvrir le débat, pour repréciser par rapport à ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'en zone de montagne, en zone de coteaux, telles qu'on les connaît en zone méditerranéenne, c'est plusieurs mesures qui sont venues à les paiements directs, mais il y a aussi le second pilier qui est venu en aide aussi à nos types d'exploitation. Voilà. Donc, et tout ça, j'allais dire, tout est dans tout pour l'instant et rien n'est vraiment définitif. Voilà, ça c'est ma lecture, mais peut-être Irène a d'autres éléments, quoi. Non, mais moi, j'ai la même lecture dans le sens où ce qui n'est pas défini n'est pas encore défini. Donc ça, on est d'accord. Après, pour revenir sur la fraise espagnole par rapport à la fraise française et les modèles, j'étais juste en train de dire que la crise du Covid, si on a des grosses défaillances, des faillites de beaucoup d'agriculteurs espagnols, on n'aura pas assez à manger et on sera vraiment dans la merde. Et donc ça, il faut vraiment se dire que là, tout de suite maintenant, il faut qu'on accompagne dans la transition écologique sur des modèles qui soient résilients économiquement et environnementalement parlant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur les circuits courts par rapport aux circuits de proximité, mais c'est vrai que quand tout s'arrête, quand tu as toute ta marge qui vient dans ta poche, et ben, ça te met la tête au-dessus de l'eau et ça marche bien parce que ça permet d'installer des nouveaux agriculteurs. Je voudrais rappeler par rapport à Farm to Fork un sujet parce qu'on a un peu tendance à se dire on importe des produits qui ne sont pas aux normes européennes. Aujourd'hui, si on n'importait pas ces produits-là, il faudrait qu'on remette en exploitation 35 millions d'hectares quelque part en Europe. Comment faire? On a une population qui est en croissance, donc on a besoin de produire plus d'alimentation pour produire tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut que nous ayons derrière Farm to Fork une vraie réflexion sur le foncier, de manière à ce que chaque terre qui peut produire une destination agricole, on maximise entre guillemets, et qu'une terre arable qui aille de l'eau, qui nous nourrisse, produise quelque chose qui nous nourrisse par rapport à d'autres productions agricoles qui peut-être nourrissent moins. Donc, je pense que c'est très important qu'on ait ce dialogue-là avec des faits, avec des chiffres, qu'on partage aussi la direction. Je vais donner un exemple sur lequel on ne va pas tarder à s'écharper en commission agriculture entre les différents groupes politiques. Il y a la commission environnement qui veut mettre une conditionnalité sur une directive européenne sur les pesticides. Moi, je suis contre cette conditionnalité, non pas parce que je suis contre le fait qu'on réduise les pesticides, mais parce que la directive européenne, pour moi, ne va pas assez loin et considère que seuls les agriculteurs utilisent des pesticides, alors qu'il me semble que dans la région Occitanie, j'ai cru voir des petits avions qui envoyaient des insecticides sous prétexte qu'il y a effectivement, avec le changement climatique, certaines maladies propagées par insectes qui se développent. Donc, je crois qu'à un moment donné, les herbicides, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les stades de foot, tous les enfants qui sont en contact avec ces produits. Donc moi, je préfère qu'on ait un texte européen bien solide
sur le sujet des pesticides, plutôt que d'utiliser un texte qui demande juste aux États membres de promouvoir la réduction des pesticides, qui soit mis en conditionnalité, parce que ça recréera des inégalités. Les chiffres sur les pesticides sont délirants. Eric les connaît mieux que moi. Je crois qu'en Belgique, on utilise 7,5 kg/hectare de pesticides, alors qu'en Tchéquie, 500 grammes par an. Voilà. Donc, la réduction des pesticides, est-ce qu'elle est pareille dans tous les pays ou pas? Discutons-en et mettons en place un modèle résilient dans le temps, en se donnant les moyens d'y aller tous ensemble, avec la science. Alors, je ne veux pas occulter ce débat sur les pesticides, mais j'aimerais bien qu'on prenne là, sur ce temps, les questions qui ont été posées par les participants en amont du webinaire et on reviendra s'il en reste quelques minutes ensuite sur ces questions de pesticides, mais je n'ose pas lancer Eric sur ce thème-là parce que ou sinon on va faire, on joue à guichet fermé, mais on va faire des prolongations. Donc nous, donc, vous avez bien compris que nous sommes en zone de montagne méditerranéenne avec toujours beaucoup d'inquiétudes sur l'éligibilité des surfaces pastorales. Nous ne savons pas faire du gazon anglais et on a des zones arborées qui sont très importantes. La prise en compte des spécificités méditerranéennes dans les mesures agro-environnementales et notamment le rôle que on peut avoir en matière de défense contre l'incendie, de lutte contre les risques naturels. On passe entre les incendies, les inondations, on voit que il faut que nos territoires soient aussi résilients par rapport à tout ça. Ensuite, est-ce que parmi les inquiétudes, est-ce que vous pouvez rassurer sur le maintien a priori de l'ICHN Alors, dans le chat, on dit qu'on est un peu trop technique, donc l'indemnité compensatrice des handicaps naturels. Donc, sur ces questions, éligibilité des surfaces pastorales, sur la prise en compte des spécificités méditerranéennes, du rôle du pastoralisme dans la lutte contre les risques naturels et l'incendie, qui peut nous éclairer, nous rassurer, nous inquiéter. On peut vous... Vas-y, Irène. Ouais, juste, je ne sais pas si on le voit là. Donc, en fait, il faut bouger la définition clarifier la définition des pâturages permanents. Oui. Moi, dans mon groupe politique, je m'y suis attelée avec toutes les photos sur. Donc ça, c'est le guide pastoral Caprin, tout ça. Et donc, je leur ai montré le problème de qu'est-ce que c'était qu'une herbe. Et donc ça, c'était pas une herbe. Ça ressemble à une herbe, mais c'est un arbre. Le problème de l'alimentation pastorale, parce que en fait, dans les pays du Nord, ils l'ont pas ça. Donc, je leur ai montré plein de photos. Donc, il faut. Je suis sûre que mes camarades font la même chose dans leur groupe politique, mais je peux vous assurer qu'on va bouger cette foutue définition du pâturage permanent pour intégrer l'alimentation méditerranéenne, bien entendu, vu les enjeux qu'il y a. D'accord. Alors peut-être Eric a un point là-dessus pour rééquilibrer Eric, puis Anne Sander pour. Oui, moi, très vite, mais Anne prendra la suite. Mais très rapidement, bon, moi, c'est un combat, vous savez bien, qu'on avait mené lors de la précédente PAC, donc, puisque c'est les zones méditerranéennes, le pâturage en sous-bois avait été totalement éludé ou oublié. Donc, on les a réintroduites. Aujourd'hui, ça reste vrai. Et un mot sur le pastoralisme, parce que donc, voilà, je vais laisser la parole à Anne. Moi, je pense que dans le moment que nous vivons, s'il y a bien un mode de l'agriculture qui répond vraiment aux exigences à la fois de Farm to Fork, de Green Deal, de biodiversité, c'est bien le pastoralisme. Pourquoi ? Parce qu'on régénère de la ressource. Enfin, ce n'est pas à ceux qui nous écoutent que je vais dire ça, mais en fait, je prends toujours cet exemple-là qui est simple. Quand on mange une assiette, on a fini de la manger, l'assiette elle est terminée. Mais le pastoralisme, c'est l'inverse. Plus on mange, plus on gère les troupeaux qui broutent de l'herbe, plus l'herbe devient belle et grasse. Et en fait, on régénère de la ressource. Voilà. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment on régénère de la ressource.
Moi, je pense que le pastoralisme dans nos régions de montagne, donc méditerranéennes, ou les Piémont du Massif central ou ailleurs, en Alsace, doivent revendiquer ce rôle-là, quoi. Parce que vraiment, s'il y a un modèle à développer, c'est celui-ci. Et celui-là, il faut que le combat soit mené pour pas qu'il y ait une perte en ligne dans la nouvelle réforme par rapport aux ailes qui ont été mises en place sur la précédente réforme, celle que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est ce qu'il faut mener comme discussion. Anne. Oui, pour compléter, on n'est moi, pas méditerranéenne, on soutient je ne suis pas le pastoralisme. méditerranéenne, mais voilà, je suis à proximité des Vosges. Non, mais de manière générale, je crois que c'est un combat qu'on mène ensemble. C'est une position française. Il y a un certain nombre d'avancées qui ont été réalisées à l'occasion de l'omnibus et on se bat pour conserver cela. Notre combat, c'est l'ICHN également. Hein, voilà, donc l'idée, c'est d'arriver de nouveau au 100%, mais c'est vrai que c'est difficile avec les baisses de budget qui ont été annoncées, mais c'est vraiment un combat qu'on mène au Parlement. Merci. Ben, écoutez, ça va faire justement sur l'ICHN, on est passé au deuxième pilier de la politique agricole commune et qui inquiète aussi les participants, puisque, sauf divine surprise, mercredi, dans la nouvelle proposition de cadre financier pluriannuel, on sait que le deuxième pilier de la PAC, pour l'instant, celui qui souffre le plus des baisses annoncées. Et donc, or, sur ce deuxième pilier, on a justement, c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est celui, quelque part, qui est le plus en lien avec ces nouvelles stratégies, puisque l'ICHN, le développement de l'agriculture biologique, les mesures agro-environnementales, donc, qui devraient au contraire être confortées par les nouvelles stratégies. Donc, avant de passer au rural non agricole, comment faire en sorte que justement les deux stratégies annoncées la semaine dernière, biodiversité et Farm to Fork, se traduisent par des aides parce que les circuits courts, le bio, tout ça, c'est le deuxième pilier. Donc, est-ce que là, on peut espérer une modification des seuils? Ce sera Allez, question de. Mais là, ça va être vraiment le budget qui est clairement en jeu. Et tant qu'on n'a pas d'accord et qu'on n'a pas d'infos sur le budget, ça va être particulièrement difficile. Je ne veux pas être pessimiste, mais enfin, je suis réaliste et je vois bien l'état des discussions entre les différents États membres. Alors, une des solutions, ce serait de mettre un certain nombre de choses dans les éco-régimes du premier pilier. Hein. Mais il faut que nous, Parlement, on continue à mettre la pression sur le budget. Mais c'est vrai que ça va être difficile, quoi. Ouais. Alors, Irène, je te demande de boucher les oreilles. Juste 30 secondes. C'est juste les limites du en même temps. Tu vois, donc, mais bien sûr. Voilà, c'est que le côté, non, on a une présente, mais on en parle librement. C'est vrai qu'on tu l'as dit, on est en plein clair, on est en plein paradoxe. C'est-à-dire que en l'état des données que nous avons sur la table, si on raisonne avant mercredi, c'est ça, c'est date fatidique. C'est le second pilier qui souffre le plus de la baisse budgétaire. On est dans les propositions à moins de 20%. Et donc, ça, c'est un sujet qui n'est pas mineur, bien sûr, parce que vous déclinez toutes les politiques du second pilier à moins de 20%, et vous avez les enveloppes qui vous restent. Voilà. Qui plus est, il y a une concurrence forte sur les outils de gestion de risque, que ce soit l'assurance ou les fonds mutuels, qui par ailleurs ne règlent pas les problèmes de risque de marché, puisque les risques de marché sont systémiques, donc c'est un vrai débat, mais qui vont venir encore prendre cette enveloppe diminuée de 20%. Et qui plus est, c'est le paradoxe là de la renationalisation. On voit bien en France ce qui se passe, ce qui s'est passé d'ailleurs au mois d'octobre dernier, où le gouvernement a décidé de recentraliser toutes les aides qui n'étaient pas les aides surfaciques. Voilà. Et donc, à un moment où on dit au niveau européen qu'il va falloir aller
sur le local, en fin de compte, donc reterritorialiser les productions, se rapprocher des territoires, etc. De l'autre côté, on a une tendance forte à renationaliser, parce que ainsi le permet la PAC, donc, les outils de mise en œuvre. Donc là, ça, c'est des questions qu'il va falloir débattre. On ne pourra pas, à part de devenir schizophrène, ça va devenir compliqué. Il faudra bien qu'on ait des approches un petit peu quand même logiques, quoi, cohérentes. Quoi. Là, pour l'instant, dans les ingrédients de la recette, si vous voulez, ça arrive, je trouve, hein, en ordre assez dispersé. Voilà. Et donc, je pense qu'il nous appartiendra, dans les débats à venir, là, je crois qu'on est d'accord tous les trois, à redonner du sens, finalement, et de la cohésion aux propositions. Mais pour le développement rural, et voilà, vous savez que c'est un sujet qui m'occupe, pas qu'à moi d'ailleurs, à nous tous d'ailleurs, mais je suis assez inquiet. Donc la bonne nouvelle serait qu'il y ait une exigence forte. On va dire, voilà, mais il faut donner un volet budgétaire spécifique au développement rural, parce que c'est la clé de la réussite, c'est tel que je le conçois, donc, par rapport aux stratégies Farm to Fork pour Green Deal. Quoi. Voilà. Parce que si on diminue, ça va être compliqué. Voilà. Autre inquiétude pour les territoires ruraux, c'est que justement, et la crise Covid l'a montré aussi, avec le développement du télétravail, etc., où les services à la population en matière sanitaire, etc., qu'il y a encore des fractures territoriales à résoudre. On a du mal à voir la place du rural dans la future politique de cohésion et que le rural non agricole, l'appui aux stratégies de développement local, leader ou approche territoriale intégrée, etc., qui permettent de soutenir les initiatives locales, de soutenir aussi justement l'organisation de circuits courts, de l'agritourisme, etc. Est-ce que, quelle va être cette place pour Leader, pour le rural, les services à la population? Moi, je n'ai pas vu dans le pacte de relance beaucoup de fléchage pour l'instant aussi, allant vers les territoires ruraux. Anne, parce que moi je ne vais pas toujours mobiliser Anne, peut-être Sander qui a en temps de parole, je n'ai pas mis le minutier, mais… Ben, c'est un véritable enjeu parce que, eh bien, on sait le rôle des territoires ruraux et les deux sont liés. Hein. Les agriculteurs, enfin, le rôle que eux jouent dans ces territoires ruraux et donc avec l'accompagnement qu'ils peuvent avoir, et puis de manière générale l'accompagnement des territoires ruraux. Alors, je suis moi-même issue d'un territoire rural. Alors, peut-être que le rural en Alsace, c'est pas tout à fait le même que chez vous, parce que c'est une région où on a quand même une forte densité de la population. Mais c'est vrai que les enjeux sont énormes. Hein. Et là, je dirais, un des premiers enjeux aussi, c'est le haut débit. Hein. Il faut des financements, etc. Donc, il faut qu'on arrive à mobiliser tous les financements. Il faut, voilà, toutes les structures, tous les projets doivent pouvoir être financés. Il faut effectivement, du leader, mais il faut aussi des financements, il faut du FEDER aussi pour des programmes de soutien, de projets dans les territoires. Enfin, voilà, moi, je me suis beaucoup battue dans mes différents engagements, eh bien justement pour permettre à ces territoires ruraux de se maintenir, de maintenir une activité, de garder des gens sur place. Enfin, c'est essentiel, que ce soit en France ou en Europe, quoi. Mais là, on est vraiment dépendant du budget, quoi, parce que c'est des choix enfin, c'est pas que des choix budgétaires, parce qu'évidemment, c'est des choix politiques aussi, mais aujourd'hui, il nous faut des financements pour accompagner ces territoires et pour leur permettre de se développer. Sans compter qu'avec ce que nous venons de vivre, il y a peut-être aussi
voyez, de nouvelles opportunités. Je pense au télétravail, enfin, et des gens qui, on dit aussi, les gens qui cherchent à s'installer davantage à la campagne. Enfin, c'est notre mode de vie, de travail, d'organisation qui va peut-être évoluer aussi suite à la crise que nous traversons. Et donc, il faut se donner les moyens de développer ces territoires. Alors, moi, je vais Madame peut-être Paclet. intervenir. Ouais, je vais peut-être intervenir très rapidement avant. Ouais, vas-y. Non, c'était juste une question aussi et qui est sur ce thème d'une participante de Myriam Gaspard de la Chambre d'agriculture d'Occitanie. Un exemple, c'est par exemple le soutien aux industries agroalimentaires qui porte sur le FEADER. Pourquoi nous, dans certaines propositions d'amendement, on s'était demandé pourquoi ce type d'investissement productif ne pouvait pas être pris en compte par le FEDER sur la politique de cohésion, alors qu'on sait qu'on a très peu de moyens sur le FEADER pour ce type d'investissement. Et quand on parle justement de la prise de conscience qu'il y a eu avec le Covid sur la relocalisation de certaines activités, etc., est-ce que là, on n'a pas un bon exemple de rééquilibrage possible dans toute la boîte à outils pour que tout ne porte pas sur le seul FEADER? Irène. Alors, ouais, justement, donc du coup, parce que moi je suis dans la commission Régio depuis pas longtemps, voilà, qui est donc sur tous les fonds de cohésion. Donc j'aurais tendance à dire qu'on vient de loin et surtout on vient de loin avec beaucoup de complexité. Et quelque part, toute cette complexité dans les autres fonds en faisait quasiment des remèdes pour les autorités de gestion pour les mettre sur des plus petits projets comme des projets peut-être un peu plus ruraux, parce qu'il y a aussi ce sujet de la dimension, voilà, donc pour une autorité de gestion, un projet où il y a 200 000 € de subvention européenne, administrativement parlant, si ça prend le même temps qu'un projet où il y a 1 000 à 2 000 € de subvention européenne ou 10 000, eh bien, on a un vrai problème. Et on a fait, je pense, on a laissé filer dans le temps, pour tout un tas de bonnes raisons, les fonds européens vers un dédale administratif et financier où moi je suis élue depuis l'année dernière et j'ai encore découvert une nouvelle agence la semaine dernière. Donc je crois qu'on a beaucoup eu de créativité pour des bonnes raisons, hein, qui étaient de lutter contre la fraude. Grâce au Covid, on a dû faire machine arrière. Parce que les fonds européens ne pouvaient donc pas être utilisés en réponse au Covid là où il y en avait besoin. Donc, on a pris tout un tas de flexibilisation très rapide. Et du coup, en fait, nous, au niveau de Régis, ce qu'on dit, ben, finalement, puisqu'on a réussi à le faire pour le Covid, pourquoi on ne le ferait pas tout court? C'est-à-dire travailler beaucoup plus en confiance, parce qu'effectivement, le FEDER, il y a plus de 50% de la population européenne qui habite dans des zones rurales, mais je crois qu'il y a moins de 30% du FEDER qui part dans des zones rurales. Donc, on a à un moment donné, les autorités de gestion qui ont ces outils doivent pouvoir les utiliser au service d'une vraie stratégie rurale, dans lequel le FEADER aura sa place, parce que bien entendu, le monde agricole a ses propres besoins, mais les autres fonds aussi. Et là, à mon avis, si on arrive à faire ça, on va pouvoir avoir une belle stratégie rurale qu'Éric Andrieux va pouvoir bien nous expliquer, parce que le monsieur de la ruralité, c'est quand même le petit carré vidéo sous moi, là. Non, je veux bien, merci Irène de cette passation. Non, je crois que Claire vous posez la question de ce qui existe. L'approche plurifonds qui est dans les traités, dont on a été dans l'incapacité de mettre en œuvre réellement, de mon point de vue, s'impose à nous. C'est-à-dire, effectivement, ce n'est pas l'enjeu, pour moi, hein, mais ça, c'est un vrai travail qu'il va falloir que nous menions dans les semaines et les mois à venir. Ce n'est pas le FEADER, ce n'est pas le FEDER, ce n'est pas le FSE. S'il y a des territoires, et là, cette crise, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle quand même qu'en matière de résilience, on en parle beaucoup, le milieu rural a été beaucoup plus résilient donc, hein, que les grandes agglomérations. Et que donc, du coup, ça ne peut pas ne pas nous interroger. Et là-dessus, je trouve que le propos de la Commission est assez léger. Si vous voulez, donc il n'y a pas, parce qu'on a affaire, je suis désolé, à des grands responsables urbains, ce n'est pas pour les opposer, mais je pense que ça mériterait une vraie réflexion politique. Et moi, j'espère bien qu'au sein du Parlement, dans nos commissions respectives, nous allons pouvoir, dans les semaines à venir, parce que là, c'est un gros chantier qui s'est ouvert, hein, on en a pour 3 ans, on va pouvoir remettre, comment dire, à l'ordre du jour, la notion de projet de territoire, de plus, effectivement,
il faut redonner certainement de la confiance et de la conscience aux citoyens en leur donnant les moyens d'agir. C'est pourquoi on ne s'est pas gavé. Là, pour le coup, je parle d'une résolution commune. Dans la résolution commune sur les grands enjeux budgétaires, les 2000 milliards d'euros, on est arrivé à se mettre d'accord sur l'équilibre entre prêts et subventions. Si on était resté que sur les prêts, comme certains le voulaient au départ, c'est que le monde rural, il était totalement rayé de la carte. On connaît très bien la capacité du rural en matière de taux de financement. Et voilà, je ne vais pas vous faire un dessin par rapport à ça. Donc l'idée, quand même, d'équilibrer, on verra ce qui va sortir une fois de plus dans les propositions budgétaires, mais dans tous les cas, cette notion-là d'équilibre, subvention et prêt, c'est pas aussi je pense qu'il faut que le monde rural s'en saisisse en termes de moyens pour pouvoir aller de l'avant, comme ça a été dit par Anne et Irène. Donc la notion de projet et d'ingénierie est importante. Alors, en effet, mais là, je pense qu'on pourrait refaire un autre webinaire sur la reterritorialisation des politiques européennes et revenir à l'esprit de la communication de 88 sur l'avenir du monde rural et de la première réforme des fonds structurels. Mais là, bon, moi, je n'étais pas né. Donc, dinosaure qu'Éric sur ces politiques. Moi non plus, je n'étais pas née. Bah ouais, non, merci Irène. Bon, nous arrivons, hélas, déjà à la fin de notre webinaire. Je tiens à m'excuser, il y a des questions très pointues, techniques, qui n'ont pas pu être prises en compte. Nous nous engageons, nous allons les relayer aux 3 parlementaires présents et nous nous engageons derrière à vous donner les éléments de réponse par mail. Il y avait des questions sur la forêt, des questions sur les groupements pastoraux, sur la recherche, etc. Donc là, hélas, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de répondre à tout. Juste une dernière question, c'est justement, nous avons compris que le temps, en effet, avec la période de transition, c'est comment peut-on encore, en tant qu'acteurs, nous, de territoire, en tant qu'accompagnateurs des filières professionnelles, comment peut-on encore agir? Est-ce qu'on peut encore essayer de faire bouger des lignes sur comment on peut se mobiliser, que ce soit sur ce qui vient d'être dit, sur Leader, le développement rural, mais aussi sur les questions plus pratiques sur le pastoralisme ou techniques sur le pastoralisme, etc. Est-ce qu'il est encore temps de vous faire remonter des contributions? Est-ce que c'est trop tard? Après, il va y avoir la place du débat au sein des plans stratégiques nationaux. Quels conseils vous nous donnez pour qu'on puisse encore, à la limite, vous titiller dans les prochaines semaines et prochains mois pour vous dire, attendez, là, le compte n'y est pas dans les propositions, etc. Faites de la pression, moi c'est très simple, ouais. Faites de la pression auprès de vos parlementaires, on est 3 là, mais il faut nous faire remonter toutes vos analyses d'acteurs, pas qu'à nous, parce qu'il y a d'autres parlementaires, mais comme vous savez d'ailleurs très bien le faire, donc, sur des points très particuliers, et nous, soit on est dans les groupes de travail, ça, sur le SEM, on est ensemble, mais pour le reste, on a des collègues parlementaires qui font, en particulier sur les plans stratégiques, il faut vraiment nous faire remonter, comme vous le faites, sur au quotidien, des commissions, vous demander des comptes régulièrement, et ensuite alimenter, pour que lui, on puisse faire remonter par nos groupes respectifs les points de vue, dans tous les cas, ou les positions de nos territoires. N'hésitez pas vraiment à nous nourrir, je ne sais pas comment dire, de nous abreuver dans ce moment-là, rien n'est fait, donc d'éléments d'analyse et de positionnement. Je ne dis pas qu'on va toujours gagner, à part que moi, dans tous les cas, je ne m'engage pas, mais peut-être mes 2 collègues pourront le faire, mais je ne pense pas non plus. Mais dans tous les cas, notre job, il est là. C'est de faire remonter et d'ancrer dans le réel, ces politiques publiques. Voilà, il n'y a pas de, ceux qui ont raison et les autres. Sincèrement, j'y crois de moins en moins, mais c'est le moment. Et après, le débat va s'engager, je le dis, ça va durer 3 ans, cette histoire. Il y a les calendriers réformes, bien sûr, mais il y a tout le reste, qui va... Et il est temps, il est toujours temps, dans tous les cas, je pense, de faire bouger les lignes. Il est important de nous contacter, de continuer, comme vous l'avez d'ailleurs, beaucoup d'organisations l'ont déjà fait,
de nous contacter sur le futur de la PAC, sur les stratégies qui ont été discutées, mais aussi sur les mesures de crise complémentaires qui doivent être prises et qui doivent être annoncées par la Commission européenne. Là, je crois qu'il y a une vraie pression qu'il faut continuer à mettre. Et puis, je dirais, n'oubliez pas le volet national, parce qu'au niveau européen, c'est le Parlement européen, mais ce sont aussi les États membres qui sont co-législateurs. Donc, il faut vraiment mettre la pression, je dirais, des deux côtés. Alors, nous en arrivons à la conclusion. Irène va dire encore un mot alors, dans vos agendas, mesdames et messieurs les députés, le 18 septembre, je vous invite à cocher une case sur le pastoralisme et les enjeux, risques naturels, etc. Donc, je crois, la co-organisatrice de cette manifestation du 18 septembre me fait signe qu'on peut inviter Anne Sander aussi à nous rejoindre. Je crois que Éric Andrieux, les régionaux de l'étape avaient déjà coché cette case sur l'agenda, mais vous êtes la bienvenue pour poursuivre cette discussion sur ces enjeux. Et donc, je vous laisse à chacun, allez, une minute de conclusion à chacun en vous remerciant. Donc, Irène, peut-être pour… Alors, moi, du coup, je vais faire la minute de conclusion en répondant à la question d'avant sur ce qu'on peut faire. Comme on dit Anne et Eric, nous, on n'est pas des surhommes, hein, donc on a besoin qu'on nous explique les choses. Moi, sur le pastoralisme, j'ai maintenant SADDOC qui m'a permis d'être beaucoup plus pertinent pour défendre le pâturage permanent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Deuxièmement, au niveau européen, derrière, il faut qu'on travaille avec le niveau national, non seulement pour faire pression, mais parce que aussi le niveau national, il va retranscrire et parfois, il s'éloigne de la volonté européenne et parfois, ça peut même devenir très bête. Donc, il faut vraiment qu'on travaille bien ensemble. Les outils comme Zoom nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire et c'est assez intéressant. Donc, ne perdons pas cette habitude. Nous, ça nous rend beaucoup plus proches du terrain. Ça permet de mélanger les personnes et donc, continuons à bosser ensemble comme ça. Éric, un mot aussi. Éric, si tu veux dire un mot et on laissera ensuite à Anne Sander terminer. Oui, je crois qu'on a dit l'essentiel. Merci dans tous les cas aux organisateurs de ces beaux échanges. Voilà, je ne sais pas si on a clarifié ou complexifié dans tous les cas. Mais je crois que c'est important de poursuivre ce type d'échange par la suite. Donc, et je le redis, n'hésitez pas surtout à être proactif, comme vous le faites d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est comme ça aussi que nous, ça nous permet de défendre des causes et des territoires et des enjeux. Voilà. Merci dans tous les cas de votre contribution à ce grand débat européen. Merci Éric. Madame la questeur. Merci à tous. Merci pour votre invitation et ce moment passé à échanger et puis vous dire que je reste, mais comme mes collègues, nous restons à votre disposition et puis on est engagés, voilà, pour défendre l'agriculture française et européenne dans toute sa diversité. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous les participants. Nous sommes encore entre Zoom et Facebook une centaine de participants. Donc, et nous mettrons en replay ce débat et répondrons à toutes les questions. Et donc, en effet, comme le disait Irène, je crois que ce format obligé par temps de Covid, finalement, nous permet de mobiliser plus de participants, vous d'être présents sur un temps court, sans déplacement, etc. Donc, ça va nous donner des idées pour le futur, pour notre centre d'activité, centre d'information Europe Direct. Merci à vous tous et bonne soirée. À bientôt, merci. merci. Au revoir. À vous.